Le plus grand terrain de sport sur l'agglo Lens-Liévin et sur Télégoël. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Orzone. Donc un numéro qui va débriefer le derby mais qui va également vous apprendre à nager. On va vous expliquer tout ça dans le sommaire. Bien sûr sur les terrains, le derby du Nord avec la défaite de Lens face aux voisins lillois, 3 buts à rien. Mais avant le match, ça a été une belle victoire lensoise des supporters. On verra des images de Thomas Verbouche-Delchambre. Bonjour Thomas. Bonjour Fred, oui, on reviendra sur le trajet du bus jusqu'au stade Bollaert et dans le clapping, on vous parlera du stand de tir de Buddy-les-Mines. On vous parlera également des nouvelles recrues du côté du volley club de Arnes. On parlera également de Performéo, une structure qui vous apprend à nager, qui forme des maîtres nageurs et qui forme également des éducateurs sur le bassin minier. Avec son gérant Jean-François Druon, bonjour. Bonjour Frédéric. On parlera de vos objectifs, on parlera de la réouverture des piscines dans le bassin minier. Qu'est-ce que ça va impliquer, notamment pour les mairies, pour les structures locales. Et on parlera du Racing Club de Lens et de cette folle saison que l'on vit avec notre point RCL. Laoussine Essaki, bonjour. Bonjour Fred. Journaliste indépendant, grande figure donc du milieu footballistique dans le bassin minier. On reviendra sur Lens-Lille, on parlera de Bordeaux-Lens. Ce week-end, on parlera de Lens-Monaco pour la clôture de ce championnat. Ça et bien plus encore. Vous êtes dans Hors-Zone sur Télégoël et sur la page Facebook de la rédaction de Télégoël. Et avant de partir dans le grand bain, on part sur les terrains. Sale soirée de derby pour le Racing Club de Lens qui s'est incliné 3 buts à rien sur sa pelouse face à Lille. Mais avant d'en parler, Thomas, place aux images. Et oui, on va reparler du trajet du bus des Lensois de l'hôtel du Louvre-Lens. Bien sûr, cette première image, elle reflète en même temps l'ambiance qu'il y avait avant ce match contre Lille. Donc, on va revenir du coup sur ces images entre l'hôtel du Louvre-Lens et le stade Bollaert avec des fumigènes, l'ambiance. Ça, c'était d'abord à 17h30, 18h, le début de l'ambiance qui monte énormément du côté de la rue Paul Bert à Lens. Et là, c'était la sortie des joueurs et le départ du bus de l'hôtel du Louvre-Lens avec des milliers de supporters, 3000, 4000, 5000, entre 4000 et 5000 selon les médias. Et là, on avait notre cadreur qui était entre le bus et le service de sécurité. Et c'était un peu la folie, on va le voir sur ces images. On précise que la page Facebook de la rédaction de Télégoël a couvert cet événement avec un live de plusieurs dizaines de minutes. Un live qui a été vu par près de 80 000 personnes. On est à 65 000, mais on espère 80 000. Je pense parce que j'ai parlé notamment avec la direction artistique qui est menée notamment par Camille Tombray et on m'a avancé ce chiffre-là. Donc on va dire on arrivera à ce chiffre-là, c'est sûr. On va dire c'est les chiffres des syndicats et les chiffres de la police. Voilà, on va dire ça pour le Facebook de la rédaction de Télégoël. Et le trajet a duré environ une demi-heure jusqu'au stade Bollaert. Là aussi, est-ce que vous avez suivi ce trajet du bus jusqu'au stade ? J'ai regardé un live, il y en a eu plusieurs d'ailleurs. C'était très intéressant parce que ça a marqué l'engouement et surtout l'engagement des supporters. Je pense que, on le sait tous, c'est leur manque de pouvoir entrer dans le stade, de retrouver l'ambiance, la chaleur de Bollaert, si particulière. Ils ont su montrer qu'ils étaient là et apporter leur soutien avant, presque dans le calme. Apparemment, presque. Il n'y a pas eu de débordement signalé, il n'y a pas eu de casse, il n'y a pas eu de problème. Alors après, on était après le couvre-feu, mais difficile d'empêcher un regroupement comme celui-là. Oui, non, puis il ne faut pas le faire, il faut les laisser faire, bien évidemment, parce que ce sont des supporters qui ont un cœur énorme pour leur club, et ils tenaient à montrer aux joueurs qu'ils étaient là, même s'ils ne le sont pas dans l'enceinte même. Les accompagner sur tout le parcours, c'était génial. Et je pense que les joueurs eux-mêmes ont été très touchés de ça, parce que il y a les réponses de Leka et d'autres joueurs au surlendemain qui leur renvoient toute la satisfaction et le bonheur d'avoir pu vivre ce moment-là. Jean-François Druon, que vous inspirent ces images ? Ça n'inspire qu'une chose, ça inspire qu'on a envie d'être dans le stade. On regrette avec l'année fantastique qu'ils sont en train de faire, le beau jeu qu'ils développent et l'envie qu'ils montrent sur le terrain, de ne pas pouvoir être dans les gradins pour les encourager, les supporter. Je pense que ça aurait pu faire basculer quelques rencontres et ils auraient pu aussi être encore mieux placés grâce au public. On sait que le public lensois, il est aussi craint des adversaires. Donc c'est clair que Lens est déjà très fort cette année et il sera encore plus fort avec leur public. Ouais. Et on reviendra sur le derby du Nord dans le point RCL donc et sur ce match donc
Au final 3-0 pour le voisin lillois grâce à un doublé de Yilmaz et un but de Jonathan David. Un pénalty consigné pour le Racing Club de Lens, tout comme un carton rouge écopé par Clément Michelin peu après la demi-heure de jeu. Ces 2 points qui font polémique actuellement, on en parlera également dans le point RCL avec la Houssine et Saki. Au classement, Lens est 6e, dépassé par l'Olympique de Marseille. Il faudra donc vite réagir. Et petite satisfaction, Franck Hayes a été nommé pour le trophée du meilleur entraîneur de Ligue 1 pour les trophées UNFP de la saison 2020-2021. Il affrontera notamment Christophe Galtier, Christian Pellissier, Rudy Garcia et Nico Kovac. On saura bientôt donc les résultats. On est 6e avec le RC Lens, mais Thomas, on est en finale du côté du hard volleyball. Oui, on est en finale. 2 fausses routes seulement de toute la saison pour le HVB en 20 matchs et ils ont terminé ce week-end avec 50 points, leader de la poule B du championnat élite de volleyball. Ils ont battu à domicile l'équipe de Charenton qui visait le maintien mais qui sera reléguée en national de l'année prochaine. Score du match 25-12, 20-25, 25-20, 25-21. Le titre de champion de France se jouera pour Arnes face au premier de la poule A, Rennes, qui a aussi décroché 50 points. Une finale qui se jouera en 2 matchs, Fred. Premier épisode ce samedi au complexe Maréchal à 19h et bouquet final à Rennes le dimanche 23 mai. Fred, du 109 aussi, mais du côté du VCH là. Vous voyez ces images sur vos écrans. Voici 2 nouvelles joueuses pour la saison prochaine du côté du volley club de Arnes. Donc d'abord Kamadiara, elle évoluera au poste de réceptionneuse et attaquante. Elle a 26 ans et droitière et a décroché un titre de vice-championne de France de Liga avec Mulhouse. Elle vient du club d'Alain. Et arrive aussi Chloé Le Sénéchal, la centrale de Marc-en-Barœul. Elle est triple championne de France et a fréquenté les clubs de Béziers, Villejuif ou encore Paris. En plus de Carolina Goliath, internationale belge qui a signé la semaine dernière. On compte désormais 3 nouvelles joueuses pour le VCH contre 3 départs qui ont été actés il y a quelques jours. On continue notre route dans cette rubrique sur les terrains avec une randonnée ce samedi du côté de Grenay. Oui, un événement auquel vous pouvez participer, organisé par la municipalité et en hommage à Daniel Fombel. Une randonnée pédestre a lieu ce samedi 15 mai de 9h à 13h. À Grenay. Le départ aura lieu de la salle Bigotte. Seulement 1 € l'inscription qui seront reversés ces euros au Secours populaire de Grenay. Pour plus d'infos, il faut s'inscrire aussi pour s'inscrire, il faut contacter les numéros de téléphone qui s'affichent sur ces flyers 07 63 22 44 05 ou le 06 65 20 82 47. Et pour ne pas rater les prochains numéros d'Orzone, eh bien rendez-vous sur la page Facebook de la rédaction de Télégoël. Ne manquez pas les prochains numéros, mais surtout, ne manquez pas la cible. On vous en dit plus dans le clapping. L'agglomération de Lens-Liévin est riche de sport, handball, volleyball, football, on en parle dans cette émission hors zone, mais il y en a certains dont on parle moins, à savoir le tir par exemple. Au pistolet ou à la carabine, c'est une pratique qui a sa place sur le territoire depuis plus d'un siècle, précisément à Builly-les-Mines, au stand de tir où les adeptes s'entraînent toujours sur les pas de tir, seulement en extérieur pour respecter les protocoles sanitaires, mais ils vont bientôt pouvoir reprendre en intérieur. Découverte du lieu et surtout de ce sport avec Thomas Verbouche-Delchambre pour Télégoël. Parfois, vous entendez peut-être des tirs en passant devant le complexe Marcel Beck de Builly-les-Mines. Rassurez-vous, c'est bien normal. Juste à côté, les francs-tireurs artésiens s'entraînent sur leur stand de tir. En ces temps difficiles pour le sport, le club, fondé au 19e siècle, accueille encore ses membres pour l'entraînement en extérieur. Mais au sous-sol, pas un bruit, les cibles sont épargnées. 42 pas de tir électriques, c'est le pas de tir 10 mètres, et sinon qu'on peut transformer en 38 pas de tir électroniques. Cette infrastructure est la mieux équipée de la région et compte plus de 700 licenciés. Le matériel utilisé est spécifiquement conçu pour les tireurs à la carabine ou au pistolet. Alors, c'est la programmation pour toutes les cibles. Ici en bas, on programme un petit peu ce qu'on veut. Puis après, vous avez la carabine 40 coups, carabine 60 coups, pistolet 40 coups et pistolet 60 coups. Donc là-dessus, vous avez la photo de la cible et les impacts qui arrivent. Une autre salle de tir au sous-sol permet de s'exercer plusieurs mois avant d'avoir la possibilité de tirer en extérieur. Cet après-midi-là, Patrick et Mathieu s'entraînent. L'un a 3 ans d'expérience, l'autre est arrivé au mois de janvier 2021. Tous les deux détiennent une arme, mais petit plus du côté du plus expérimenté, il fabrique tous ses équipements.
On prend déjà les mesures de celles du club, puis après, c'est du copier-coller, quoi. Du bricolage. Ouais, on fait nos férus. Comme là, j'ai mis les cibles tournantes dessus. Il envoie la cible, se met en place et tire à 50 mètres. Alors, résultat ? Pas trop mal. Mathieu utilise lui une Browning 22 long rifle. Coût de tout l'attirail, Entre 600 et 800 € avec les équipements, quoi, on va dire. Ça dépend un peu le matériel, on trouve un petit peu du matériel à tout prix. Il y a déjà eu mieux, quoi, c'est pas ce que c'est. En cours d'acquisition. Encore, voilà, c'est ça. stand de tir retenu sur la liste des infrastructures proposées aux délégations en marge des Jeux Olympiques 2024. Il comporte également un tir sur 25 mètres. Reynald, fonctionnaire de l'État, rappelle les principes de base. Le drapeau, c'est pour montrer qu'il n'y a aucune présence de cartouche dans le canon. On recharge par 5, parce qu'on est limité à 5 cartouches. Donc toujours le casque ? Toujours le casque. Casque obligatoire. Lunettes, si vous en mettez, c'est mieux. Si vous en mettez pas, c'est à vos risques et périls. Parce qu'il peut toujours avoir des retours de fumée ou des projections de poudre. Pour s'essayer au tir à but d'élimine, sans trembler comme notre caméra, rendez-vous ici tous les jours sauf les mardis et jeudis. La cotisation est de 160 € la première année, moins 16 € si vous habitez la commune. Le site accueille tous les publics à partir de 14 ans. Les mineurs doivent être accompagnés de leurs parents. Un reportage signé Thomas Verbouche-Delchambre, donc une semaine après le tir à l'arc, le tir. Voilà. On reste dans le tir, mais je vous rassure, la semaine prochaine, on ne parlera pas de ça. Ce sera donc à retrouver dans Hors Zone sur Télé Goël. Mais tout de suite, eh bien, il ne pratique pas le tir. Peut-être qu'il vise dans l'eau. En tout cas, c'est notre invité du jour dans Hors Zone, c'est Jean-François Druand. Jean-François Druand, bonjour. Bonjour Frédéric. Gérant de Performéo, vous êtes spécialiste donc de formation notamment de maître nageur, d'éducateur sportif. Vous faites ça depuis plusieurs années. Depuis combien de temps précisément? Alors depuis 2016, on a commencé en 2016 la formation des maîtres nageurs et en 2017 la formation des coachs sportifs. Est-ce qu'aujourd'hui les habitants du bassin minier savent nager? Et quand je veux dire les habitants, c'est aussi bien les jeunes que les moins jeunes. Aujourd'hui, le premier constat, c'est qu'on a un déficit de plan d'eau sur la communauté d'Aglo. Déjà avec les fermetures techniques, ne serait-ce que la piscine de Lens. Et puis aujourd'hui, malheureusement, avec le confinement, les fermetures supplémentaires. Donc on le voit, on le constate clairement. Ne serait-ce que pour les premières formations de sauveteurs, le niveau en natation est très bas. Donc on est obligé d'entraîner les gens, il n'y a pas énormément de clubs non plus de natation et voilà, tout ça fait que aujourd'hui le niveau en natation est très bas et on a des gens qui ne savent pas du tout nager non plus. Et depuis votre arrivée sur le territoire, est-ce qu'il y a quand même eu une amélioration ou c'est très difficile de faire changer les mentalités ou même les clubs? C'est difficile de faire changer les mentalités et après, clairement, depuis qu'on est arrivé, il y avait un vrai besoin de maîtres nageurs sur le territoire. Donc déjà, le fait d'avoir des personnes formées, ça permet déjà de répondre aux besoins parce qu'on avait des postes vacants, on avait des collectivités ou des structures privées qui recherchaient des maîtres nageurs et n'arrivaient pas à embaucher du fait du manque de personnes formées. Et justement, quand des fois vous êtes appelé par des collectivités, je pense notamment des fois aux centres de loisirs qui ont besoin vraiment d'un maître nageur pour les sorties à la plage ou pour d'autres événements, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a des formations express? Est-ce que des fois vous êtes contacté vraiment à la dernière minute? Non, il y a deux types de... Alors, il y a le maître nageur qu'on connaît qui lui va assurer votre sécurité, va apprendre à nager, va animer des cours d'aquagym et après on a le sauveteur, alors le diplôme c'est le BNSSA qui est un diplôme de sauveteur aquatique qui permet déjà d'assurer la surveillance et d'intervenir en cas de besoin
ou surtout aussi de prévenir les accidents. Donc voilà, il y a ces 2 diplômes-là. Ils sont complémentaires puisque pour rentrer en formation de maître nageur, on est obligé d'avoir ce diplôme de sauveteur. Donc c'est une première étape. Mais faut savoir que ce sont des diplômes qui en plus sont très intéressants parce que professionnalisants. Le BNSSA, vous pouvez le passer par quelques entraînements par semaine et quelques cours théoriques complémentaires à la fois de sauvetage mais aussi de théorie. Ça se gère facilement, on peut travailler, on peut être étudiant et passer son BNSSA en même temps. Par contre, la formation de maître nageur, c'est une formation de 8 à 10 mois, très complète, qui nécessite un investissement complet. Est-ce qu'il y a des besoins en éducateurs sportifs tels que ceux qu'il y a pour les maîtres nageurs et les sauveteurs? Oui, ces 2 formations-là, nous on s'est spécialisé sur ces formations-là parce que ce sont 2 formations qui sont hyper professionnalisantes. Vous n'avez pas besoin du bac pour rentrer dans ces formations-là, c'est un diplôme niveau bac, donc une fois que vous l'obtenez, vous avez un niveau bac et ils sont très rapidement professionnalisants. On assure des job dating en fin de formation. Avant de recevoir le diplôme, on a 90% de nos stagiaires qui signent leur contrat de travail et le reste le signe dans la foulée. Donc on est sur 100% de professionnalisation et les stagiaires en sont très contents. Et Jean-François, les formations ont continué depuis le début du confinement en mars dernier. Est-ce que les piscines étaient toujours ouvertes pour ces formations? Oui, alors que ce soit pour les piscines, pour les maîtres nageurs ou alors en fitness pour les coachs sportifs, les stagiaires de la formation professionnelle faisaient partie des publics prioritaires. Donc au même titre que les universitaires, donc on a le droit de continuer à utiliser les structures, on a le droit de continuer à pratiquer, alors bien sûr dans le respect des consignes sanitaires. On a dû mettre en place certains éléments, certains cours en distanciel, mais on a eu le droit de continuer à pratiquer, continuer à s'entraîner, continuer à leur apprendre à apprendre, ce qui est vraiment le rôle d'un éducateur, pour pouvoir les mener à bien en sortie de formation, et là pour leur professionnalisation. Et les formations durent combien de temps? Alors elles débutent fin septembre, début octobre, et elles se finissent là fin juin. Et est-ce qu'il est possible de s'inscrire pour les prochaines formations, Jean-François? Bien sûr, on est en plein dedans. On est en plein dans la période des inscriptions. Donc là, on va avoir des tests qui vont être en juin, des tests en septembre. Les piscines vont réouvrir, donc les gens vont pouvoir aussi se réentraîner pour pouvoir intégrer les formations. Il faut savoir qu'en plus, on a une chance, c'est que ces formations sont prises en charge par la région. Donc en ce qui nous concerne, on est titulaire, on est partenaire de la région Hauts-de-France. Donc les demandeurs d'emploi ou même d'autres catégories de personnes peuvent bénéficier d'une prise en charge à 100% de la formation. Et on peut aussi faire ces formations-là en apprentissage. Et pour être maître nageur, il faut avoir des conditions avant de se lancer? Alors pour entrer en formation, il faut savoir nager 800 mètres en moins de 16 minutes, en nage libre. Et en plus, normalement, il faut le BNSSA. Alors la difficulté qu'on a cette année, c'est que certains n'ont pas pu passer leur diplôme, se sont entraînés ou n'ont pas pu s'entraîner complètement. Donc on peut avoir une petite souplesse pour ceux qui sont prêts à l'obtenir sur les premières semaines, mais normalement il faut le BNSSA. Dernière question, si on veut se renseigner, où peut-on aller? Est-ce qu'on peut contacter Performéo? Alors nous, on a un site internet, on a une page Facebook, on a une page LinkedIn, on a un Instagram. Vous nous contactez par tous ces biais-là. On fait très régulièrement, d'ailleurs on en a une samedi matin, des réunions d'information. Donc elles se font soit en présentiel au stade couvert de Liévin, soit en visioconférence. Donc ça a lieu en même temps, les gens reçoivent le lien 24 heures avant et peuvent participer à la réunion. Et c'est interactif, ils peuvent poser leurs questions, voilà, on y répond. Et après on les rencontre ensuite pour avancer sur leur projet professionnel. Là où c'est qui vous savez nager? Oui, depuis très longtemps. Oui. Et qu'est-ce que ça vous inspire, ce genre de formation? Est-ce que c'est vraiment nécessaire aujourd'hui sur le territoire? Oui, je pense que c'est nécessaire, d'abord parce que y a un certain nombre de besoins, parce que savoir nager c'est essentiel, c'est vital, je pèse mes mots, parce que ça peut paraître totalement dérisoire, mais effectivement il y a un certain plaisir à aller à la piscine, ça c'est la phase jeu, mais nager c'est aussi vivre dans certains cas, en tout cas éviter de se noyer, ça c'est clair, et puis on aime tous aller en bord de mer par exemple, on aime tous aller quand il fait beau à la piscine, s'il n'y a pas ces gens autour, c'est quand même très risqué, sans compter ce qu'ils peuvent nous apporter, à savoir apprendre aux autres à nager.
en tout cas Performéo, c'est disponible donc sur Facebook. On mettra un lien bien sûr sur la page Facebook de la rédaction de Télé Goël. Le Racing Club de Lens va-t-il faire le lien avec une compétition européenne la saison prochaine? Eh bien on va le savoir à la clôture de la dernière journée. Mais avant de parler de Bordeaux et de Monaco, on va revenir sur le derby dans le point RCL Nord Zone. Rebonjour Laoussine Esseki. Donc Lens-Lille, victoire sans appel des Lillois, un match que vous avez vécu en territoire ennemi. C'est ça, exactement. J'ai cultivé mon côté maso, j'ai accepté une invitation chez les Pruvot, toute une famille supportrice de Lille. J'étais le seul Lensois, j'ai pris un maillot avec moi, j'ai pris beaucoup de risques. Floqué le maillot? Floqué bien évidemment, avec les cuissons, et puis je me suis assis au milieu. Bon, j'ai déchanté au bout d'1 minute 30. Après le premier penalty. Voilà, mais non, mais c'est un très bon match pour autant. Il y a beaucoup de choses à dire. 3-0, donc un doublé de Yilmaz, un but de Jonathan David. Donc, alors déjà, pour vous, penalty ou pas penalty? Faute, ça c'est indéniable. Il y a faute. Et pour moi, penalty, ouais, pour le coup. Alors je sais qu'il y a une grosse polémique. J'ai encore entendu les propos d'Eric Sicora ce matin sur le sujet. Lui, il est persuadé qu'il n'y a pas parce que c'est un acte de jeu normal, c'est du contact. Sauf qu'on est dans la surface, sauf qu'il y a 2 joueurs sur Bamba à ce moment-là, sauf qu'il y en a un qui est légèrement en retard, Fofana, et qui fait plus un strike qu'autre chose. Donc à un moment, il y a une faute, il faut qu'elle soit sifflée. Je pense que, bien évidemment, à 1 minute 30 de jeu, les conséquences, on les connaît, mais en même temps, c'était pas si dramatique que ça à 1 minute 30 de jeu. Je vous arrête, penalty alors qu'il prend le ballon, parce que beaucoup d'observateurs ont dit le ballon est quand même pris avant la faute. Donc c'est le ballon qui est joué, c'est indéniable. C'est indéniable. Le problème, c'est qu'on a empêché que l'action se poursuive éventuellement. Et puis, il se fait prendre en sandwich. Il n'y a pas que Fofana. Il y a Klaus. Il y a Klaus qui vient par l'arrière sur le côté, donc qui bloque tout. De toute façon, il y a une faute. Alors, Frédéric, c'est très simple. Soit il y a pénalty, soit il y a une faute qui est sifflée. Mais s'il y a une faute qui est sifflée, il y a un carton qui sera sorti contre l'un des 2 joueurs. Ça risquait fort d'être un rouge, d'ailleurs. Je pense que ça aurait pu être ça. Monsieur Turpin aurait pu se contenter d'un jaune et puis, mais on voit plus du tout de coup franc indirect dans la surface, ça n'existe plus. Plus personne n'ose siffler ça. Je crois que quand le gardien fait une faute, une certaine faute, c'est quand le ballon prend le ballon dans ses mains alors qu'il vient d'avoir la passe d'un coéquipier. C'est ça. Mais sur ce genre de faute, on est bien dans la surface, c'est indéniable. Alors c'est très très compliqué. Alors forcément, va revenir le débat sur la VAR. Il n'est pas allé la voir, il n'a pas consulté, il a pris sa décision, il n'est pas revenu dessus, etc., etc. Le fait est qu'il fallait siffler quelque chose. En conférence de presse, Jean-Louis Leca en parlait de cette VAR qui n'a pas été consultée. On va l'écouter tout de suite. Quand on voit les 30 premières minutes qu'on fait, si on occulte l'erreur d'arbitrage au bout de 1 minute 20 de jeu qui lance Lille, je pense qu'on fait plus que jeu égal. Et puis après, il y a le premier carton jaune sur Clément Michelin. C'est un match qui se passe très très bien dans un derby où les 2 équipes se respectent. Premier carton jaune sur Clément Michelin qui tacle le côté de ligne de touche. Il arrive, il dégaine direct. Et après, un duel à la tête et 2e carton jaune. Donc quand au bout de 30 minutes de jeu, vous avez 2 fautes d'arbitrage grossières comme ça, entre guillemets, c'est un peu difficile de nous dire qu'on a joué le match avant. En tout cas, 11 contre 11, pendant 30 minutes, Lille ne nous était pas très supérieur. Et je pense qu'on était même mieux collectivement à ce moment-là pendant 30 minutes, mais un match ne dure pas 30 minutes. Voilà. Après, je ne vais pas rentrer dans les décisions d'arbitrage, puisque déjà c'est pas mon job. Et puis ça sera de façon utilisé d'une manière ou d'une autre, et j'ai pas envie que ça le soit. Ça s'est vu l'expérience. Ça s'est vu l'expérience. Sur le jeu et sur d'autres aspects aussi, ça s'est vu. Il y a plus d'expérience à Lille que chez nous. Et c'est certainement au-delà de la qualité quand même des joueurs de Lille, et il y en a, aussi une des raisons qui explique ou qui peuvent expliquer ces 2 défaites larges. C'était un match important pour la course au titre. On savait qu'on allait avoir un match difficile parce que Lens est à mes yeux une très bonne équipe, mais le scénario nous a été évidemment très favorable avec l'ouverture du score très rapide. Et ensuite, notre supériorité numérique, le fait de mener 2-0 à la pause, et que les joueurs ont été très sérieux en 2e période, sans commettre trop d'erreurs. Et
automatiquement, c'est une très belle victoire. Elle arrive à point nommé. Mais pour répondre à ta question, il reste les 2 matchs, et notamment le match de Saint-Étienne. Parce que je reste convaincu qu'il faudra remporter les 2 matchs pour être champion. Un penalty de Yilmaz, un deuxième but de Yilmaz avec une frappe de plus de 30 mètres donc dans la lucarne de Jean Guilec. On parle d'ailleurs de ce but comme l'un des plus beaux de la saison pour la France en 2020-2021. But de Jonathan David à la suite d'un ballon relâché par Jean Guilec en deuxième mi-temps. Est-ce que c'était vraiment une victoire d'expérience aussi pour vous, Jean-François Dorion? Les faits de jeu font que la situation était compliquée. Démarrer, je pense que l'équipe a été calmée de suite avec ce penalty. Ensuite, le carton rouge sur Michelin, ça a quand même mis quand même un peu l'équipe à mal. Maintenant, ils ont quand même montré du beau jeu pendant 30 minutes. Ils ont montré qu'ils étaient aussi capables de bousculer Lens. Après, avec Dessy, on va refaire le monde, mais qu'est-ce que ça aurait donné s'ils étaient restés à 11? Je pense qu'on aurait vu un autre profil de match. Alors, je vais vous demander pour le carton rouge, parce que là aussi, il y a eu le penalty. Rapidement pour vous, penalty, pas penalty sur le début de match? Il y a quand même une belle charge physique, donc penalty. Voilà, je pense que oui. Penalty, et ensuite sur Clément Michelin, coupable de 2 fautes, dont le deuxième carton jaune considéré comme un excès d'engagement. Le rouge est mérité aussi? Là, je pense pas. Je pense pas que. En tout cas, c'est mon avis personnel sur ce que j'ai pu voir. Je pense pas que. Je trouve que le rouge est sévère. Voilà. Là aussi, Nesaki. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord là-dessus. Enfin, ça méritait pas un carton d'Antoc Michelin. D'abord, on est très loin du but. Le joueur adverse ne tombe pas par terre en se tenant la tête et en se roulant par terre comme d'autres savent le faire. Donc, c'est un peu cher. C'est le fait de jeu le plus important pour moi, bien au-delà du penalty, parce que le penalty, le tournant du match. Pour moi, c'est le tournant du match. C'est qu'on va jouer quand même 60 minutes à 10 contre 11. J'ai vu une très belle équipe pendant la première mi-temps, une très belle équipe de Lens pendant la première mi-temps qui a poussé, qui a continué. Avec 2 tirs cadrés de Ganago, il faut. Oui, et puis en face un bon Maignan, il y a rien à dire. Hein. Une défense qui tient. Il ne faut pas oublier que la défense lilloise est la meilleure défense du championnat cette saison. On a quand même réussi à les brusquer un petit peu, mais à 10 contre 11, il faut savoir tenir jusqu'au bout. Voilà, au match aller, on a fini à 9 contre 11 et on a vu le résultat. Hein. On en a pris 4. Oui, c'est une victoire d'expérience pour les Lillois, ça c'est clair, ils ont bien joué le jeu. Le deuxième but, en bon supporter lensois, le deuxième but de Yilmaz, je ne peux dire qu'une seule chose, c'est bravo, franchement il est super, il n'y a rien à dire, c'est une pure frappe d'attaquant, il y a tout, la volonté, le geste, la trajectoire, la surprise, et puis c'est des buts qu'on ne voit quasiment plus, hein, tirés au-delà des 20-25 mètres, on en voit rarement, celui-là est superbe. En tout cas, Lille se rapproche du titre de champion de France. Lille qui compte désormais 3 points d'avance sur le Paris Saint-Germain. Paris qui a fait match nul contre Rennes à partout. Marseille qui s'est incliné contre Saint-Étienne 1-1. Au classement, Lens bascule à la 6e place. Mais Lens peut encore rêver d'Europe. Donc, comme vous pouvez le voir sur ce classement, avec des écarts qui sont très très serrés entre Marseille, Lens, Rennes, Montpellier semble décrocher de cette course à l'Europe. Justement, Thomas Vabrouche-Delchambre, vous avez fouillé dans nos manuels d'histoire et le RC Lens a déjà remporté de nombreuses victoires en Coupe d'Europe. Oui, très bien. Oui, c'est ça, Fred, et je vais poser des questions à nos invités. Est-ce que vous connaissez le nom de l'équipe adverse du premier match des Lensois en Coupe européenne? Pas du tout. Pas du tout. Laoussine, peut-être un peu plus? Non. Ou alors l'année, peut-être? Le premier, non. Sincèrement... Moi, j'aurais pas trouvé pour tout vous dire. Je vous le donne, c'était le Home Farm FC en 1975 avec un 6-0 à domicile pour Lens en 16e de finale, mais qui a perdu en 8e face aux Hollandais de la Haye. Ensuite, est-ce qu'il y a eu des événements, des matchs européens qui vous ont marqué, Laoussine? Ah bah oui, forcément. Il y en a quelques-uns. Quand Lens va arracher une victoire en Angleterre sur Arsenal, le grand Arsenal d'Arsène Wenger à l'époque, avec comme attaquant un célèbre ancien attaquant de l'équipe de France. Thierry Henry. Pardon? Thierry Henry? Non. Et non. C'est pas Thierry Henry, c'était pas. Non. Beaucoup plus. Un attaquant qui a fait parler de lui, il est à l'origine du scandale de Naïsna quand même. Nicolas Anelka. Voilà, puis on a vu le but de Debève en fin de deuxième mi-temps qui vient libérer les Lensois. Personne n'attendait cette victoire-là. Je me souviens aussi d'une victoire en Allemagne
Je crois que c'est Job à l'époque qui vient mettre 2 ou 3 buts, je pense que d'ailleurs, et Lens qui partait là-bas avec une défaite déjà à domicile et qui devait marquer au moins 3 buts pour se qualifier. Ça a été le cas. Ils sont venus avec 4 buts marqués. Donc il y en a quelques-unes. Oui. Et puis les Italiens, parce qu'on aime bien battre les Italiens aussi. Je crois qu'ils gardent un mauvais souvenir d'un 6-0 qui traîne encore dans leur mémoire. À Rome. Et si je vous dis juillet 2000, la Coupe Intertoto, vous vous souvenez de ce match contre Stuttgart? C'est toujours fait rire, moi, Intertoto. Le nom de la Coupe m'a toujours fait rire. C'est vrai. Du coup, j'y attache aucune importance. Ça, on dirait une blague, le truc. Et Fred, le dernier match des Lensois en Europe? 4 octobre 2007. Et oui, vous l'avez sur votre fiche, c'était contre Copenhague, une défaite de 1 à l'extérieur. Faut pas oublier que Lens a remporté la Coupe Intertoto au milieu des années 2000, c'était en 2004, si je ne dis pas de bêtises, avec une victoire contre les Roumains de Cluj. C'est ça. Et je me souviens d'ailleurs de cette image saisissante de Charlie Tange qui brandit un plateau d'argent. C'était le trophée donc de la Coupe Intertoto, comme vous l'avez dit là au Ciné-Saki, on dirait une mauvaise blague. Donc, un plateau. Un plateau. Voilà. Mais bon, la Coupe Intertoto, ça nous permettait, moi je me souviens que cette année-là, on avait joué contre Lech Poznan, contre Zagreb. Ça permettait de voir des équipes européennes qu'on n'a pas l'habitude de voir, de voyager aussi un petit peu, puis de faire voyager les joueurs, hein, ça c'est clair. Donc Lens s'est un peu exporté en Europe à des endroits où on serait peut-être jamais allé sans la Coupe Intertoto. Ça, et avec la nouvelle Coupe européenne, la conférence, peut-être qu'on reverra aussi des... On va vers ça, oui. On va vers ça. Et ça fait du bien parce que au niveau européen, on a tendance à retrouver quasiment toujours à peu près les mêmes équipes. Hein. Voilà, et puis de retrouver des équipes polonaises, on est dans une région qui est très concernée, ça peut faire du bien. Des équipes de l'Est qu'on n'a pas vues depuis très très longtemps. Mais ce sera peut-être la Ligue Europa aussi pour Lens. Peut-être, enfin c'est à souhaiter. C'est à souhaiter. Jean-François Druon, on parle de rêve de retrouver une compétition européenne, l'Europa League, la Conference League. Est-ce que Lens peut décrocher cette place à la vue du calendrier et à la vue des adversaires que vont affronter derrière Rennes et Marseille? Je pense que déjà le premier rêve déjà, c'est de retourner dans le Stade Bollaert. Après l'Europe, on peut pas dire non, c'est pas possible, alors qu'ils sont là à se battre au coude à coude après une saison comme ils l'ont faite. Tout est possible. Voilà. En tout cas, le prochain match, c'est Bordeaux-Lens. Lens qui rêve d'Europe, Bordeaux qui rêve du maintien avec une situation en atteinte qui est 15e, Bordeaux, je crois. Oui, c'est ça. Une situation en atteinte qui est catastrophique avec King Street qui gère donc le club de Bordeaux, qui était le principal investisseur, qui est à fond de pension aux États-Unis, qui a décidé tout simplement de ne plus contribuer pour les saisons à venir. Là aussi, Ciné-Saki, on a l'impression que c'est David contre Goliath, mais pas dans le sens où on l'aurait pensé en début de saison. Oui, c'est vrai. Lens a surpris tout au long de la saison déjà. Clairement, toutes les équipes que l'on a jouées reconnaissent que Lens a été plus que surprenant. On a fait bouger beaucoup d'équipes, on a fait douter énormément d'équipes. Il ne faut pas oublier qu'on bat le PSG à 3 ou 4 journées du début de championnat. 1-0, ouais. 1-0, mais c'est une victoire. On est allé bouger d'autres équipes à qui on a fait mal. La seule qui nous a vraiment fait mal, finalement, c'est Lille, hein, à l'aller comme au retour. Et puis, systématiquement, les entraîneurs des équipes adverses ont reconnu la qualité de jeu, tactique, etc. des Lensois. Et contre Bordeaux? Contre Bordeaux, moi, ce que je crains, parce qu'on est à 2 matchs, c'est un peu le match piège. C'est un Bordeaux qui est en train de se réveiller, même si le réveil est très très tardif. Mais c'est une équipe qui a besoin de points aujourd'hui plus que jamais parce que leur avenir est complètement en jeu. Et derrière, il y a Nantes qui revient fort, il y a des équipes qui reviennent fort. Ça pousse en bas de tableau de toute façon, hormis Dijon. Et Nîmes, je crois que c'est... Il y a 5-6 équipes qui peuvent entre la 17e et la 14e, 15e, il y a encore plein de choses de jouables. Hein. Il y a 6 points pour tout le monde. Ça va être un jeu de chaises musicales assez intéressant sur cette partie-là du tableau. Au niveau de la 5e, 6e et 7e place, c'est la même chose, c'est exactement la même chose. On se tient à 1 à 2 points. On a un calendrier qui est moins évident, je pense, côté lensois que pour Marseille ou pour Rennes, encore que on a vu Marseille trébucher à Saint-Etienne. Marseille va jouer Angers, je crois. Ils vont recevoir Angers. Angers qui n'est pas une équipe facile à jouer. Avec Pierrick Capel. Pardon ? Avec Pierrick Capel. Avec Pierrick Capel, un ancien Néninois, oui, c'est vrai. Mais Angers qui n'est pas une équipe facile à jouer et qui va jouer jusqu'au bout aussi, parce que vous savez aussi qu'au niveau du classement, le positionnement en fin de saison correspond aussi à une valeur de chèque qui tombe. Hein, donc toute place prise rapporte un petit peu plus.
La fin de championnat va être passionnante. Les Lensois, pour Bordeaux, ça va être un peu compliqué, mais je pense que c'est à notre portée, c'est à leur portée. La deuxième victoire face à Monaco, il va falloir aller la chercher parce que les Monégasques, de ce côté-là, eux, visent aussi une vraie place sur le podium pour s'éviter un tour préliminaire en Coupe d'Europe. Donc il y a aussi un autre enjeu de ce côté-là qui va faire que ce dernier match va être hyper intéressant. Avant les pronostics, est-ce que les forfaits précédents d'Aïdara, la suspension de Michelin et peut-être d'autres problèmes qui vont arriver parce qu'il y a également une accumulation de cartons jaunes qui peut faire peur pour certains joueurs, est-ce que vous craignez les absences pour ces 2 prochains matchs? Pas vraiment, sincèrement, parce que chaque fois que ça s'est produit tout au long de la saison, Francaise a trouvé une solution de remplacement. Il y a eu une tactique qui a été adaptée systématiquement. Il a un réservoir de joueurs quand même sur lequel il peut compter. Alors c'est vrai, hein, on a un Gaël Kakuta par exemple qui vient de reprendre, il a joué contre le PSG, il a joué récemment contre Lille, mais qui est en train simplement de revenir. Moi j'ai pas trouvé très performant Kakuta sur les 2 dernières prestations. Paris, il a joué qu'en deuxième mi-temps, il a dû jouer 20 minutes à peu près. Sotoka, c'est pareil. Sotoka, pareil. Bon, voilà, il y a quand même quelques joueurs qui sont là pour remplacer au pied levé et qui sont sur le banc et qui sont extrêmement impliqués. Donc Francaise, je lui fais confiance là-dessus. Je crains pas là-dessus. C'est plus sur la pression que représenteront ces 2 matchs pour la fin de saison. L'idée, c'est d'aller chercher 6 points. Il faut éviter le nul, en espérant toujours, parce que c'est possible, que soit Marseille, soit Rennes trébuchent une nouvelle fois. Ils ont une fin de parcours. On n'oublie pas les Rennais qui eux aussi vont jouer Monaco, mais lors du prochain match. Donc ça va vraiment se jouer, et c'est là où c'est palpitant. Ça fait très longtemps que c'est pas arrivé comme ça dans le championnat français. Ça va se jouer tout en haut, ça va se jouer juste en dessous, et ça va se jouer en bas avec la même intensité. Bordeaux-Lens, votre pronostic là aussi, Nesaki? 3-1 pour Lens. Jean-François Druon? 2-1 pour Lens. Et Thomas va vous La même chose, 2-1 pour Lens. Très bien. Et bien voilà, vous faites les pronostics également sur la page Facebook de la rédaction de Télégoël. Hors zone, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. Merci Jean-François Druon, gérant de Performéo. N'hésitez pas à aller voir Performéo pour les formations de maîtres nageurs, de sauveteurs, d'éducateurs sportifs. Ça se passe sur Facebook, sur Instagram et sur tous les bons lieux où on peut communiquer. Là aussi, Nesaki, merci à vous. Merci à vous. Journaliste indépendant donc qui suit l'actualité du Racing Club de Lens. Thomas, on se dit à la semaine prochaine. Merci à vous. Oui Fred, merci à vous et bon courage aux hommes du HVB pour la finale face à Rennes. Bon courage également à tous les clubs qui vont bientôt reprendre le sport, parce que le sport va bientôt reprendre en extérieur selon le ministère des Sports. Gardez espoir, gardez la forme. N'oubliez pas vos baskets, même si elles sont un peu poussiéreuses et qu'elles sont dans le fond de l'armoire. Et surtout en cette période de crise, n'oubliez pas votre masque. À bientôt.